Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'orientation d'une victime de viol dans le réseau. Pour toute victime, ce serait à peu près la même chose. Il s'agit d'un cours que je fais habituellement à la Fédération nationale des CIDFF. Quelle que soit la situation, la position que l'on occupe, que l'on soit soignant, que l'on soit policier, que l'on soit bénévole ou permanent d'une association, la démarche est la même. Cette démarche peut faire suite à la révélation volontaire d'une personne, peut être obtenue en posant systématiquement des questions ou lors d'un examen, par exemple, aux UMJ. L'orientation répond à l'approche générale en victimologie qui passe premièrement par la reconnaissance. Donc en tant que professionnel, on doit reconnaître la parole des victimes, ensuite par des soins éventuels, et enfin, mais plus rarement, par le fameux « plus jamais ça » quand les victimes vont mieux et, par exemple, écrivent un témoignage ou adhèrent à une association. L'évaluation passe par l'évaluation des conséquences personnelles, familiales, sociales et éventuellement judiciaires, mais aussi il s'agit de savoir si la personne est prise en charge sur le plan médico-psychologique si on en a besoin. Par conséquent, quelle que soit sa situation, il faut travailler avec un réseau résumé sur ce petit schéma. Cette orientation a pour but essentiel d'éviter la maltraitance sociale, la survictimation liée à l'incompréhension des proches, des autorités judiciaires, des médecins, des experts, de tout un chacun. C'est en travaillant en réseau que chacun pourra, en restant à sa place, éviter beaucoup d'inconvénients aux victimes. C'est par conséquent une évaluation globale qui passe par le niveau psychologique, par les conséquences sociales, familiales et les conséquences judiciaires. Il ne faut pas confondre cette évaluation avec une évaluation faite par un expert, un policier. Il n'y a aucune raison pour un psy, un médecin, un permanent d'association de mettre en doute la parole de la victime. Rappelons rapidement que l'on peut être confronté à deux situations extrêmement différentes. On peut être confronté à une personne qui vient de subir ou qui a subi un accident ou une agression, alors qu'elle était une personne bien équilibrée, c'est-à-dire qui a bénéficié d'une enfance avec un attachement sécure. Mais il peut s'agir aussi de personnes qui ont un attachement insécure lié à des maltraitances, ce que l'on appelle un trauma complexe. Les deux situations sont extrêmement différentes, mais l'orientation est nécessaire dans l'un et l'autre cas. En ce qui concerne les conséquences psychologiques, vous avez sur ce tableau les traumatismes dits de type 1, que nous avions symbolisés par un petit rond dans la diapositive précédente. Je vous laisse le temps de les lire rapidement. Et les traumatismes de type 2 qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en charge. Que l'on soit psychiatre, psychologue, permanent d'une association, policier, il serait idéal que l'on fasse une évaluation psychologique assez rapide, en notant la nature de l'événement, le délai écoulé entre l'événement et la consultation, les séquelles donc physiques et psychologiques, et réaliser évidemment un examen rapide de l'histoire de la famille, en prenant en compte l'enfance, la vie sentimentale et affective, les études, la profession, etc. On peut très rapidement repérer des ruptures biographiques inquiétantes, mais évidemment, il est plus efficace de poser systématiquement une question recherchant des antécédents traumatiques. Avez-vous subi dans votre vie des traumatismes physiques, psychologiques ou sexuels? On s'enquiert ensuite des conséquences familiales et sociales. En cas de viol, évidemment, c'est par une association ou un médecin, les arrêts de travail, etc. C'est très important. Puis,
Il faut évidemment connaître aussi les règles d'indemnisation, les règles de justice. L'indemnisation est importante car l'on peut obtenir assez rapidement une provision si l'on a subi un viol et qu'on présente des conséquences, ceci bien avant la consolidation des lésions. On doit s'enquérir enfin des conséquences judiciaires et savoir si la personne est bien accompagnée, si elle est décidée ou non à porter plainte, si elle a un bon avocat et si elle est suivie par une association vers laquelle il faudra l'orienter. Il faut pouvoir répondre à des questions, donc connaître un minimum la procédure judiciaire, que ce soit au pénal ou au civil. Savoir ce qu'est la correctionnalisation, les délais de prescription, etc. Vous l'avez sur ce petit diapositive. Et bien entendu, il faudrait faire dans l'idéal un diplôme de victimologie pour être à l'aise avec ces notions. C'est pourquoi il est indispensable de travailler avec une association qui pourra répondre à toutes ces questions. Le réseau des intervenants, la personne pivot est selon nous l'avocat, que ce soit un avocat pénaliste s'il y a un dépôt de plainte ou un avocat civiliste s'il s'agit de parler d'indemnisation. Vous avez là l'adresse de l'Association nationale des avocats de victimes, avec un site internet et des avocats très performants dans l'indemnisation. Il faut savoir aussi que les victimes de viol, et notamment les victimes d'inceste, ont droit à être prises en charge intégralement par la sécurité sociale, ce qu'ignorent beaucoup de médecins et parfois certaines caisses de sécurité sociale. Je parlerai assez peu des compagnies d'assurance, mais il faut savoir qu'une victime de viol au civil peut bénéficier de son assurance de protection juridique qu'elle doit interpeller pour payer les frais d'avocat, d'expertise, etc. Je rappelle ici qu'en cas d'expertise, il est absolument nécessaire d'être accompagné par un médecin conseil de victime et vous avez l'ANAMEVA avec son numéro de téléphone et son site internet. Toutes ces associations possèdent des sites internet que l'on doit évidemment consulter. Le mouvement associatif est indispensable. Il y a deux grands types d'associations. Une association nationale qui est France Victimes, qui peut prendre en charge toutes les victimes, mais en cas de viol ou de problèmes familiaux, il y a des associations spécifiques comme la Fédération nationale des CIDFF, comme évidemment le collectif féministe contre le viol ou le réseau Solidarité Femmes qui pilote le 3919. Vous avez sur cette diapositive les numéros de téléphone et les adresses de ces associations vers lesquelles il faut absolument orienter les victimes. Je rappelle que actuellement en France, une victime de viol ou d'agression sexuelle, si l'auteur est insolvable ou s'il n'a pas été retrouvé, peut bénéficier de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Vous avez sur cette diapositive que je ne commenterai pas toutes les réponses possibles à tous les problèmes possibles, problèmes médicaux, problèmes sociaux, problèmes judiciaires. Encore faut-il savoir les interpeller. Et c'est évidemment le rôle plutôt des associations. Enfin, une victime d'agression sexuelle a souvent des troubles psychologiques et il faudra l'orienter vers un professionnel de santé spécialisé. Vous savez qu'actuellement il y a 10 centres en France, pilotés par le CN2ER et des consultations spécialisées, comme évidemment le centre du psychotrauma de l'Institut de victimologie. Vous avez les indications thérapeutiques, mais c'est un peu hors sujet. Je vous remercie de votre attention.